dans la partie apprentissage, il y a 37 campus. Il faut savoir qu'une spécialité sur un campus égale un audit d'accréditation. Donc, imaginez bien le travail à la création et au renouvellement. Donc, je pense que s'il vous plaît, on peut applaudir Annick que le travail les personnes célèbres qui ont été diplômées du CNAM. Si les speakers veulent bien s'approcher. Alors, juste avant qu'ils nous parlent de tous les speakers célèbres ou les personnes célèbres du CNAM, nous sommes 60 dans la salle, il y a 60 ingénieurs célèbres qu'il ne faudrait pas oublier dans les personnalités célèbres du CNAM. Voilà, c'était juste un petit conseil avant de commencer. Alors, là, pour faire avancer les diapos, c'est ça. Oui. C'est bon. Bien. Alors, vous avez des gens qui ont travaillé les collègues qui ont travaillé dans ce groupe de travail. René, Hervé, Michel, André. Alors, je commence par André. Après la visio qu'on a eue en janvier, où on s'est partagé ses groupes de travail, où on s'est proposé pour ces groupes de travail, André a appris qu'il avait, lors d'une visite médicale banale, de contrôle, il a eu vraiment un problème très sérieux qui met vraiment sa vie en danger. Et donc, il n'a pas pu venir aujourd'hui parce que, à la limite, il va passer un certain nombre d'examens médicaux dans cette période et il ne voulait pas les retarder parce qu'il est vraiment très inquiet. Alors, on va lui souhaiter effectivement, que ces inquiétudes n'avaient peut-être pas raison d'être, que sa santé est peut-être un petit peu moins délicate que ce qu'on pense. Alors voilà, donc on a une pensée pour André. Bon, pour le reste, donc René, Hervé, Michel, on n'a pas fait vraiment une répétition, on était un petit peu déséquilibré par justement cette absence d'André aujourd'hui. Donc on se propose en passant un certain nombre de diapos, de faire une discussion un petit peu entre nous, et puis effectivement peut-être avec la salle, mais si celui qui gère notre timing le veut, si on a le temps. Il se trouve que moi, toujours au mois de janvier, on m'avait dit ouais, mais ce groupe de travail 7 pourrait sauter si on était très en retard. Alors en retard, on est très en avance. Donc on va disposer un petit peu plus de temps qu'on pense en avoir. Alors la première diapo, non, c'est pas dans le bon sens, c'est ça qu'est-ce que faut que je fasse là pour avancer? C'est ça pour avancer, je pense. Voilà. Alors, je ne vais pas trop insister sur la genèse de cette diapo, parce que j'ai fait une petite proposition ce matin. Oui. J'ai fait une petite proposition, quand on a parlé donc, de l'Abré Grégoire, j'ai dit oui, mais l'Abré Grégoire, il avait beaucoup étudié Descartes, parce que effectivement, le CNAM aurait pu naître donc en 1648. Parce que Descartes avait déjà réfléchi à une formation de ce type-là, répondre à toutes les questions des artisans, leur rendre raison de toutes choses et leur donner du jour pour faire de nouvelles découvertes. Il avait toute une proposition d'école des arts et métiers. Et bon, Grégoire, 150 ans plus tard, a repris cette idée, il a profité de la Convention, parce que c'est un homme qui est vraiment très intelligent et aussi un petit peu opportuniste. Il a ressorti tout ça, il dit bon, il a fait voter finalement ce que Descartes n'avait pas pu faire à son époque, donc il a pu arriver à le faire passer à la Convention. Donc on ne va pas insister là-dessus, on va passer à la diapo suivante. Voilà, juste une petite pensée de Grégoire, mais on l'a déjà cité ce matin. Alors, en revanche, en passant pratiquement de dernier dans ces groupes de travail, il y a plein de personnalités, des gens qui ont été évoqués, mais effectivement, ce qui n'a pas été, c'est les démonstrateurs. C'est-à-dire, tout de suite, quand Grégoire a pu faire passer, disons, cette création du CNAM, a été nommé un
triumvirat de direction appelé les démonstrateurs. Voilà dans ce trio, voilà les noms: Alexandre Théophile Vandermonde, Jean-Baptiste Leroy et Nicole-Jacques Conté. Alors je commence par le premier, Vandermonde. Il avait commencé par, avec des relations, à partir de relations avec Vaucanson, d'être conservateur au cabinet des mécaniques du roi, créé par le Vaucanson à l'hôtel Montagne, au Charonne, qui a été transformé ensuite à l'ancienne abbaye Saint-Martin-des-Champs. On en a parlé ce matin. Il y a une collègue qui en a parlé ce matin. Ensuite, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas la diapo? Voilà, Vandermonde. Alors, notons qu'à notre époque, on connaît également Vandermonde, beaucoup de collègues vont le reconnaître, par une célèbre matrice, là voilà, il y a une progression géométrique dans chaque ligne, et moi je l'utilisais cette matrice dans mon travail d'enseignant quand je parlais de la transformée de Fourier discrète devant des amphis d'étudiants. Je pense qu'il y a certainement plein de collègues dans la salle également qui, si j'ai un cours là-dessus, a pu utiliser cette transformée de Fourier discrète en utilisant la matrice de Vandermonde. Donc vous voyez, Vandermonde, 1735-1796, il est mort peu de temps après, hein, donc il n'a pas fait grand-chose d'autre, donc à partir de là. Mais il y a, dans son travail, il y a une relation avec notre époque contemporaine. Ensuite, Ensuite, on passe à Jean-Baptiste Roy, âgé de 66 ans, entre en fonction au moment de la Convention. Il avait été commissaire auprès de l'ancien bureau du commerce à partir de 1783, membre de l'Académie des sciences. Il fait également partie du bureau de consultation pour les arts dès sa création. Et il assura la direction du conservatoire, mais aussi la description et l'acquisition de machines et d'instruments. C'est lui qui inventa la première machine électrique positive et négative, tentative sur la voie du générateur électrique. Voilà les deux premiers démonstrateurs. Je pense qu'on va s'attarder, pour revenir le roi, il a collaboré avec l'encyclopédie du Diderot de Lambert, fournissant une centaine d'articles. Et pour, disons, le démonstrateur suivant, c'est Nicolas Jacques Conté. Alors là, avec lui, on pourrait passer facilement une centaine de diapos, tellement il a été vraiment tellement savant et il a fourni tellement de choses à la science qu'on pourrait passer beaucoup de temps. Donc, alors il était dans un milieu de modeste. Son père était agriculteur, modeste, et quand il est venu à Paris, il a vite intégré dans tout un comité scientifique et même sur un comité également de créateurs, parce que dans sa province, en tant que fils de paysan, il travaillait beaucoup, disons, à la peinture. Mais enfin bon, c'est quand même des sciences qui l'ont quand même beaucoup intéressé, et il a accueilli l'entreprise du CNAM avec enthousiasme, comme je le dis dans cette diapo. Il a dit: il faut que le conservatoire devienne un des plus beaux monuments de l'Europe, le plus utile. Oh, que j'aurais plaisir de faire voir la multitude innombrable de modèles et machines qu'il renferme. Et c'est ce qu'il a fait. Il a effectivement créé énormément de machines, de modèles, etc. Voilà. Alors, une petite anecdote. On le représente avec l'œil gauche bandé, parce qu'effectivement, dans sa fougue de démonstrateurs, à l'école polytechnique, il a fait une manip avec des explosifs, il avait perdu un œil, tout a explosé. C'était positif, mais enfin, bon, lui, il a laissé son œil. Mais je pense que tu connais beaucoup de choses sur Conté. Je te laisse la parole. Je pense que la batterie est en danger. Tiens, voilà, je te laisse. La batterie est en danger. Voilà, ça marche bien. La batterie de mon téléphone est en danger, ou je n'arrive pas à le faire marcher. Alors, il a effectivement inventé beaucoup de choses.
Et il y a encore, enfin, il a surtout participé en Égypte, hein, comment Oui, ouais, à la... Je vais y arriver. À l'expédition de Napoléon. Voilà, à l'expédition avec donc, Napoléon. Hein, et Napoléon disait de lui, c'est un homme providentiel, hein, il est vraiment un homme universel. Il a inventé énormément de choses en particulier pour des aéronefs militaires, hein, pour aider effectivement la mission qui avait été faite en Égypte. Il y a tellement de choses que je vais simplement vous demander. Eh bien, il y a une invention qui est encore en vente en France. Hein, vous savez ce que c'est? C'est en fin de compte, eh bien, comme il était effectivement, son père était jardinier, il est mort très jeune, son père, et c'est sa mère qui l'a élevé. Alors, il a commencé effectivement à écrire, à dessiner, avec du charbon de bois. Alors, il s'est aperçu, il se débrouillait très bien, hein, à faire effectivement ses dessins, et il a été repéré par un évêque, hein, qui lui a donné à dessiner effectivement des personnes religieuses. Hein. Il arrivait même à faire de la peinture qu'il avait créée lui-même. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a effectivement réfléchi à créer un crayon qui était fait à base de graphite, bien sûr, et à base du koala, voilà, qu'il faisait cuire, hein, et en fin de compte, on est arrivé donc aux crayons qu'on a, et même les crayons de couleur. Et vous avez encore en ce moment, eh bien, des crayons comtés, Paris comté, qui se vendent 1,88 €. Donc vous pouvez les prendre, vous voyez, il vit encore, hein, comme le CNAM d'ailleurs. Hein. Je te laisse le parole. Voilà. Oui, alors demain il y a la visite du musée. Je suis sûr qu'on verra beaucoup d'objets, disons, créés par Comté. Voilà, il y en a dans notre diapo, on en a indiqué 3, on a représenté 3, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Voilà, pour la diapo. Alors oui, quelque chose d'important, on a beaucoup parlé de Grégoire. Alors, comme créateur il a réussi à faire créer le CNAM par la Convention, mais lorsque Comté est parti en Égypte, où il est resté 5 ans, Napoléon a resté beaucoup moins de temps, peut-être quelques mois, peut-être à peine un an, je ne sais pas exactement, et il a laissé Comté se débrouiller pour, disons, faire évoluer les sciences en Égypte. Et alors, pendant ces 5 ans, c'est Grégoire qui a pris la place de Comté comme démonstrateur. Alors, c'est remarquable, hein, ça on ne l'a pas dit ce matin, hein, c'est-à-dire que tout ecclésiastique qu'il est, il a remonté les manches et puis s'est mis à faire des expériences comme tout démonstrateur pendant 5 ans, le temps que Comté revienne d'Égypte. Et puis, lorsque Comté est revenu d'Égypte, il a repris sa place et Grégoire a repris donc son travail politique, etc. Alors, dans la diapo suivante, on a fait un petit inventaire de personnages, alors comme son nom l'indique, en titre, là, en rouge, scientifique, ingénieur, économiste, artiste et politique. Donc il y en a, on s'est limité à 10, puisqu'on nous demandait 10 personnalités, mais il aurait fallu en citer 100, 200, 1000 personnages célèbres. Hein. Alors, je vais peut-être passer, dans nos discussions, puisqu'on n'a pas fait vraiment de répétition, mais on s'est beaucoup téléphoné, et donc je sais que Hervé, tu m'as dit des choses très très intéressantes sur les frères Montgolfier. Alors je vais arriver à la diapo concernant les frères Montgolfier, je vais en arrière, et après je te passe la parole sur les frères Montgolfier. Alors, voilà, la diapo, voilà. À toi. Coup de fil arrive au mauvais moment. Oui, alors sur les frères Montgolfier, je pense que c'était intéressant parce que en fait, ils ont réussi à révéler le rêve humain qui était de pouvoir s'élever et donc voler. Et
donc, au-delà de ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est des gens qui sont d'une famille d'entrepreneurs, puisqu'ils ne sont pas petits, hein, familialement, et ils ont une idée qui est de chauffer de l'air pour faire élever un bateau. Et ils vont faire ça avec du papier, et puis un peu de toile. Et donc, le premier essai, il est en 1782, décembre 1782. Ensuite, ça va bien marcher, ils vont faire 2 autres essais, et puis les États généraux du Velay verront ça en juin 1783, et enfin, ils feront ça à Versailles en 1783, en décembre. Et au final, c'est quelque chose, et on a surtout le premier volume, qui est donc en décembre 83. Et au-delà de ça, ils vont s'associer rapidement, et dès la création du conservatoire, aux travaux et aux démonstrations. Et il y a parmi eux, on aura, je ne sais plus son nom, Joseph, qui s'impliquera longtemps et il sera administrateur. Et donc, je pense que c'est un truc qui, moi, me paraît majeur et qui a prouvé aux gens que c'était une science et qu'il fallait la travailler et que ça serait intéressant. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il y a un autre sujet qui est intéressant aussi, dans les mêmes époques, et je vais te repasser la parole, on va parler de Seth Carnot, parce que pour moi, c'est le père de la thermodynamique, et c'est quelqu'un qui a été quand même majeur dans l'évolution, et qui est encore majeur dans l'évolution, dans le sens où actuellement tous les moteurs thermiques, on se rappelle que Carnot, ça nous rappelle le cycle de Carnot, et que les futurs moteurs thermiques un jour, peut-être qui marcheront à l'hydrogène, ça sera toujours le cycle de Carnot. Oui, alors pour Sadi Carnot, bon, on n'a pas voulu faire une hiérarchie parmi toutes ces personnalités, mais effectivement, dans nos discussions téléphoniques, malgré tout, dans nos têtes, on en a fait quand même une petite hiérarchie, puisque moi j'ai beaucoup parlé effectivement des expérimentateurs, enfin des premiers expérimentateurs. Alors on a parlé des frères Montgolfier, maintenant on passe à Carnot. Vous voyez, on ne suit pas tellement disons l'ordre de la liste qu'on vous a donné dans la diapo, dans ces diapos-là. Là, on ne suit pas tout à fait. Bon, on a sauté Pierre Moulin, mais on pourra y revenir. Donc parlons de Carnot. Carnot, il tient à cœur, je crois, beaucoup dans cette salle, parce que effectivement, c'est le père de la thermodynamique. Donc, on a mis en image son fascicule, une réflexion sur la puissance motrice du feu sur les machines. Alors, effectivement, on pourrait passer beaucoup de temps pour parler des 4 étapes de la machine de Carnot, la fameuse machine, beaucoup de temps sur ces 4 étapes de la machine de Carnot. Voilà. Bon, je pense que beaucoup d'entre nous, ayant fait de la thermodynamique, connaissent ça. Ceux qui ne connaissent pas, disons, cette machine de Carnot, peut-être, je pense qu'il y a quelque chose comme ça au musée. On aura peut-être une idée de ce qui se passe demain. Mais bon, on ne va pas faire ici un cours de thermodynamique. Mais enfin, tout ça, c'est pour dire que Carnot, père de la thermodynamique, a encore ces idées. C'est vraiment, si on se place au niveau épistémologique, c'est vraiment quelqu'un qui a fait vraiment avancer les sciences, parce qu'à l'heure actuelle, nos voitures à nous travaillent sur ce principe de Carnot. Et là, dans cette conversation qu'on a eue ensemble, tu voulais préciser quelques petites choses sur cette idée de Carnot, sur ce cycle-là, sur la thermodynamique de Carnot. Je crois que tu voulais donner quelques petits compléments là. Oui, non, mais j'ai donné en préambule. Mais au-delà de ça, en fait, il a juste mis
reste parfait, en fait l'énergie se conserve. Et c'était le premier principe de la thermodynamique. Voilà. Et donc, au-delà de ça, je pense qu'on a eu également des gens qui étaient des gens dans un autre domaine, et en particulier, de la même façon que Carnot, qui était polytechnicien, était venu se spécialiser au CNAM sur ce qui l'intéressait. Il y a d'autres personnes qui utilisent le CNAM comme promotion sociale, et ça a toujours été très important. Et un exemple notable, c'est le président Doumer, qui a quand même été juste président de la République française, et qui a démarré comme apprenti. Et donc, c'est quand même la preuve que le CNAM permet une élévation sociale et permet de former les gens dans tous les domaines de la science, mais aussi dans le domaine des sciences sociales. Oui, alors moi je ne suis pas président de la République, je ne pense pas le devenir, même si des élections présidentielles approchent, mais bon, je suis peut-être un exemple de ce qu'a pu arriver à Doumer, c'est-à-dire que le CNAM m'a vraiment servi de promotion sociale, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à la fin des études secondaires, je voulais devenir ingénieur, mes parents ont dit non, non, écoute, on est dans une situation très très modeste, on te garantit, disons, le gîte et le couvert, mais on ne peut pas t'envoyer ailleurs, dans d'autres villes, pour devenir ingénieur. Et bien j'ai fait tout simplement parce que je voulais vraiment devenir ingénieur. Voilà. Donc je n'ai pas je ne deviendrai pas aussi célèbre que Doumer, mais bon, le CNAM m'a servi comme promotion sociale. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Voilà. Je vais revenir à la liste peut-être. La liste, je reviens un petit peu à l'arrière, la liste générale. Et donc la question qui se pose maintenant, on va vous donner un peu la main. Il y a une liste. Est-ce que vous voulez des précisions sur une personne en particulier? Parce que chaque personne a une spécialité un petit peu. Donc, et on a même des illustres connus comme Pasteur qui ont fait des études également et qui ont été acteurs dans notre institution. Oui, avant de vous passer la parole, Pasteur, donc c'est quand même un exemple très très intéressant. Quand le Pasteur est venu au CNAM, suivre des cours du CNAM, il avait déjà été très très connu dans tout ce qu'il a pu faire en biologie et autres, mais il avait des lacunes en chimie. Et bien, Pasteur et toute son équipe est venu au CNAM se former en chimie avec un professeur du CNAM célèbre. Alors je ne sais pas si je l'ai noté ici, ou si là le nom du professeur m'échappe. Bon, il est venu au CNAM se perfectionner en chimie. Il est resté pas mal de temps au CNAM pour se perfectionner en chimie. Et puis c'est devenu effectivement le grand savant qu'on connaît. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez centrer sur une personne en particulier qu'on n'aurait pas abordée. Non, mais je peux préciser quelque chose pour Comté. En fin de compte, Comté a créé, j'ai dit, les crayons. Il a posé son brevet en 1795, et quand vous achetez le crayon, vous avez la publicité créée en 1795. Et on parlait des frères Montgolfière, il a en fin de compte aussi prévu, donc ça s'appelait à ce moment-là l'aérostat militaire, qu'il a développé aussi, avec effectivement en définissant des toiles spécifiques pour pouvoir faire ces ballons dirigeables. Pas dirigeables, ces ballons Montgolfière, les dirigeables sont venus après. Je me dis qu'on a un peu de temps, on va peut-être balayer rapidement pour donner deux mots sur chaque. Sauf qu'il y a des questions tout de suite dans la salle. Il y a des questions là-haut. Ou des propositions de personnalités qu'on n'a pas là-dedans. Il n'y a pas de personnalité vraiment fin 20e siècle, mais on y reviendra.
suis la chose. Donc, moi, je suis un ancien professeur honoraire qui était à la recherche de l'histoire. Et je voulais évoquer quand même deux prix Nobel, Henri Becquerel et des professeurs au conservatoire, prix Nobel de physique en 1903, Marie Curie, qui a fait des cours. On a des photos de Marie Curie dans l'Antiquité Marseille, où elle fait des cours, elle, double prix Nobel dans deux sciences pures différentes, physique et chimie, la seule personne au monde d'ailleurs encore aujourd'hui à avoir eu deux prix Nobel dans deux disciplines comme ça sont dures. Eugène Pellicon, qui a été le premier à isoler l'uranium et qui était professeur aussi au conservatoire. Donc voilà, disons, je suis un peu dans mon domaine, dans la science super aux femmes, vous voyez, c'est un peu facile de parler d'uranium et de Marie Curie et des mais voilà, ils ont fréquenté effectivement ces maisons. Vous en avez eu un qui était pas tout à fait élève, qui était Napoléon III, la loge ici, la loge de l'empereur, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, au moment où on a construit cet amphithéâtre, qui était loin d'être aussi beau d'ailleurs qu'il est aujourd'hui, eh bien l'empereur avait demandé, et les cours étaient dimanche à l'époque, puisque les artisans ne pouvaient venir que le dimanche, et ils venaient s'asseoir ici et suivre certains cours. Donc voilà, vous voyez, vous avez eu quand même quelqu'un de célèbre aussi qui n'était pas en élève, enfin, qui a suivi les cours du conservatoire. Mais je voulais pas oublier comme le prix Nobel, c'est pas normal quand même non plus. Merci, professeur. Merci. Alors, dans la liste, là, je vais pointer des artistes, j'ai mis artistes au pluriel, il y en a plusieurs, j'en ai cité trois, donc Jean Ferrat, bon, je ne vais pas trop présenter Jean Ferrat, parce que je pense que tout le monde connaît Jean Ferrat, bien qu'on ait une diapo là-dessus, mais peut-être insister sur Henri Alekan. Alors je prends la diapo correspondante. Alors, qui est Henri Alekan? Henri Alekan est directeur de la photographie. On a pratiquement tous vu il a fait plein de films en tant que directeur de la photographie, des films très célèbres. Là, dans cette diapo, nous avons cité La bataille du Rail de René Clément, La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Et on aurait pu en citer comme ça largement une trentaine de films. Il était donc directeur de la photographie. Mais au niveau scientifique, il a fait pour pallier l'absence de cours du soir à l'INEC, il crée son cours à Alekan, il était inventeur d'un procédé d'éclairage transvexe, et Henri Alekan dédie sa retraite à des spectacles de mise en lumière des villes, des chemins, des lumières. Donc voilà, un premier artiste. Donc, dans cette liste, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Mais je pense qu'on pourrait peut-être aussi la compléter. Donc, Jean Ferrat, qu'on connaît. On a parlé également de Comté, qu'il a vraiment commencé par une activité artistique quand il était dans sa campagne, qu'il a continué à Paris tout en étant à la fois scientifique, ingénieur, qui était parti en Égypte, mais à la fin, lorsqu'il s'est un petit peu ennuyé un peu des sciences, il a repris sa vie d'artiste, et donc il est auteur de pas mal de tableaux, pas mal de créations artistiques. Il a fait tout ça en 51 ans. Il a vécu que 51 ans. Voilà, alors donc, en aparté, tu m'as dit que tu voulais parler de... On peut parler des ingénieurs plus récents. Alors là, on n'a pas fait de diapo correspondante, mais tu vas pouvoir en parler un peu. Je peux en parler en particulier, Jacques Vallin, qui était le président du directoire de télémécanique, était un ingénieur d'âme, donc de 1900, diplômé en 1957. Il est rentré à télémécanique en 1966 et en 1976, il rentre à télémécanique et il est président du directoire de télémécanique jusqu'en 1988. C'est là où il était invité
il était le parrain de la promotion du 1000e ingénieur CNAM. Donc un bel exemple de progression, de promotion au sein de son entreprise. Il y a aussi, bon, peut-être que quelques-uns l'ont connu, le professeur Gerbier, qui a été donc professeur de la chaire de l'organisation, d'organisation au CNAM, et il avait publié, disons, à sa retraite, la Bible de l'organisation qui contient 650 pages. Voilà, donc notre ami Gerbier. Il y avait aussi, là je dis de mémoire, en 1990, un ingénieur au CNAM qui était administrateur général du CNAM, qui était donc Guy Fleury, qui était administrateur, je pense, de mémoire, pendant une dizaine d'années. Et ensuite, bon, il avait effectivement avant des activités, des responsabilités, surtout en Normandie. Voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est que Guy Fleury, au-delà d'avoir été ingénieur, il était auteur et il était professeur à l'université. Et il a eu pour l'enseignement, il était important aussi en termes donc, et il est resté quand même administrateur longtemps. Bien, alors avant de faire non pas une conclusion donc, au public, mais vraiment une proposition, vous allez voir, vous allez peut-être être surpris, je ne sais pas, c'est une petite proposition, je pense qu'on peut laisser la parole à notre médiateur, qui aura peut-être des questions à nous poser aussi. À la fois des questions et des réflexions à partager. J'ai l'impression, en vous écoutant, qu'effectivement, on a beaucoup d'illustres prédécesseurs qui sont venus au CNAM, et j'ai peut-être l'impression que presque plus on forme de personnes, moins on en a qui deviennent célèbres. Quelle est un petit peu votre vision par rapport à ça ? Est-ce que, et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'imaginer qu'ils seront célèbres dans 50 ans, mais est-ce que vous avez l'impression, dit autrement, que le CNAM aujourd'hui est encore un creuset, ou continue à être un creuset de cette un petit peu élite intellectuelle? Oui, alors, donc, si on fait appel à des collègues contemporains, dont beaucoup sont encore en vie, on va en trouver. Alors effectivement, comme ils sont encore en vie, ils ne sont pas forcément dans cette salle. Alors il y a un collègue, par exemple, qui a été ingénieur à Grenoble, je ne me souviens plus de son nom, mais peut-être que tu vas le retrouver, qui disons, a beaucoup travaillé sur nos ordinateurs, sur les premiers ordinateurs qu'on avait, les premiers ordinateurs à Grenoble, les premiers ordinateurs personnels. Je ne me souviens plus de son nom, j'aurais dû le noter. Voilà par exemple quelqu'un qui deviendra célèbre. C'est vraiment quelqu'un qui en France a fait une avancée vraiment, c'est encore du domaine de l'épistémologie. Il a permis en France de faire une avancée notable dans le domaine de la micro-informatique. Tu vois pas qui se dit non, bon. Enfin voilà, on en trouvera plein de gens comme ça. Alors, Monsieur Fleury, voilà, Monsieur Fleury en fait partie aussi, mais enfin on l'a vu. Je pourrais ajouter un exemple. Le 10 millième ingénieur au CNAM, on l'a choisi, on a eu du mal à le trouver. C'était donc en 1988. On a voulu trouver quelqu'un de significatif, c'est-à-dire il avait démarré avec un CAP et il était devenu ingénieur au CNAM à 33 ans. Et en même temps, il avait fait 4 enfants. Et c'est lui que Jacques Vallat a décerné ce prix du 10 millième ingénieur. Voilà. Moi, par exemple, j'ai une personnalité très connue, puisqu'il a enseigné ici au CNAM à Paris, avant d'enseigner à Clermont-Ferrand, d'abord à l'université Clermont-Ferrand, et comme effectivement professeur au centre associé de Clermont-Ferrand. Beaucoup d'entre vous doivent le connaître, c'est Louis Avant. Je suis sûr que si on refait dans 10 ans, bon, il est mort il n'y a pas très longtemps, il est mort assez vieux, mais il a été quand même assez alerte toute sa vie. C'est Louis Avant. Je ne sais
pas si ça, tous mes collègues de Paris l'ont connu. Je pense qu'il fait partie, pour répondre à ta question, il fait partie des gens qu'on citera largement dans le futur. Tu as d'autres questions? Tu avais d'autres questions? Des questions, j'en aurais beaucoup d'autres. J'aimerais juste parler moi, de Robert Faure. J'ai connu Robert Faure ces dernières années, qui a fondé la matière recherche opérationnelle et qui était un enseignant de niveau extraordinaire au CNAM, qui avait fondé ça pendant la Seconde Guerre mondiale pour essayer de faire des algorithmes pour détecter les missiles allemands qui éventuellement allaient s'abattre sur l'Angleterre, mais avec des chemins critiques, avec tout un phénomène de recherche. Donc il y a des enseignants aussi, au-delà des gens célèbres, qui ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie, juste pour la transmission de valeurs, au-delà de la célébrité, peut-être de donner beaucoup d'anonymes. Voilà ce que je veux dire. Bien. Oui, des questions. Quelle a été la relation de Louis de Broglie avec le CNAM, puisqu'il y a une fondation Louis de Broglie CNAM? Là, je ne sais pas, dans mes collègues, ou dans la salle, il y a peut-être des gens qui pourraient répondre. Là, ça me... Il y avait le professeur Cazel, qui avait été son secrétaire. Voilà. Oui, qui avait été prix Nobel de mécanique en 1930 et c'est ça. Il y avait le professeur Michel Cazel, qui avait été son ouvrage en mécanique. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres formations, mais en tout cas, le professeur Cazel. Il y a d'autres propositions dans la salle? Oui, Méran, je crois que Méran, si. Je vais passer le micro à Méran, qui est là au premier rang. Vous connaissez? C'est aussi un ingénieur CNAM. Je sais qu'en dynamique, on utilisait souvent le système de Breuiller pour la réponse à un système du premier ordre. Il y a le modèle de Breuiller, c'est un ingénieur CNAM. Et ce système était souvent utilisé. Moi, je l'ai connu quand on était en communauté, on parlait toujours du système de Breuiller et j'avais qu'il était sur la RUR du CNAM. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure que je ferais peut-être enfin, je ne sais pas peut-être, je vais faire une proposition en guise de conclusion, parce que je suis sûr que chacun d'entre nous doit pouvoir citer une personnalité très célèbre. Hein. On en a déjà évoqué quelques-unes. Alors, ma proposition est la suivante. Bon, ce matin, on a parlé de Barbas, hein, je me souvenais, et Barbas, donc, a écrit un fascicule qui va de 1927 jusqu'à peu près la moitié du XXe siècle. Et ce fascicule, donc maintenant il est épuisé, hein, mais on peut effectivement, ce fascicule, on peut le télécharger en se connectant dans une librairie quelconque, on peut le télécharger au prix de 10 €, c'est modique. C'est un fascicule très intéressant qui va beaucoup compléter tout ce qu'on a pu dire dans ce groupe de travail. Et je pense effectivement que ce fascicule mériterait d'être continué entre la moitié de la fin du XXe siècle et même le début du XXIe siècle. Alors voilà comment ça va se passer. On a, dans ce groupe de travail, on a édité, on a fait une petite publi qui prend 10 pages, 5 recto verso, et on a intitulé, pour ne pas se limiter à 10 personnalités, comme le titre du groupe de travail, on a intitulé « De la jeunesse jusqu'au début du XXIe siècle, le CNAM a été porté très haut par de brillantes personnalités ». Alors ici, puisqu'on va passer à la pause, je mets un certain nombre, il doit y en avoir une dizaine, exemplaires de consultation, parce que je ne pouvais pas en tirer un exemplaire chacun, hein, voilà, mais pendant la pause, je vais écrire, je vois qu'il y a des feuilles, je vais écrire un site internet où on peut le télécharger. Bon, donc celui-là, après disons, la consultation après la pause, s'il en reste, vous pouvez l'emporter, mais ne vous battez pas. Et la proposition, c'est de l'enrichir. De l'enrichir comment? Tout simplement d'apporter votre contribution directement sur ce site web. C'est une plateforme d'une association qui s'appelle
auvergnate qui s'appelle ActuScience, la plateforme s'appelle EcoScience, donc, et je l'utilise beaucoup parce que je fais un travail de médiation scientifique également. Donc vous pouvez contribuer en apportant votre contribution directement sur la plateforme. Alors, dans ce cas-là, il faudra s'identifier. Pour le télécharger, il n'y a pas besoin de s'identifier, voilà, mais si vous voulez contribuer, il faudra s'identifier. Ou alors, tout simplement, en m'envoyant donc un courriel, votre proposition par courriel. Donc j'écrirai mon adresse web au tableau également en même temps que j'indiquerai le lien concernant le site. Ce que je voulais dire, ma proposition. Michel, une petite remarque. Dans les documents que tu distribues, j'avais évité de nommer Jacques Toutain, hein, qui a été donc vous verrez, c'est marqué 1987, mais c'était en 1957 sa promotion. Et en fin de compte, il a été donc chez Alcatel directeur de la communication et il a été président des ISF, les ingénieurs et scientifiques de France. C'était avant le CNISF, hein, avant le CNIF, pardon. Il y avait le CNIF, à une certaine époque, il y avait le CNIF et la FASFI, deux associations françaises qui représentaient les ingénieurs. Et ils se sont regroupés en 1992 pour le CNISF. Voilà. Et notre ami François Toutain a été président donc, des ISF hein, en 1985. Et vous voyez que il était président, sa présidence de 2021-2024, et c'est à ce plan, il faut dire 1988 à 1989. C'est pas, voilà, c'est une petite erreur de frappe, là. Oui, une petite erreur de frappe. Voilà, on le corrigera. On le corrigera, bien sûr. On le corrigera. Il faut rappeler qu'effectivement, il n'était pas la promotion 87, mais de 57. Merci. Avant de vous remercier, nous avons un camion dans la salle qui connaît le nom de la personne célèbre, apparemment d'informatique. C'est encore moi, je suis désolé, je n'avais pas souvenir. Simplement, c'est Jean-Claude Gervais, je pense. Voilà, c'est ça, oui. Qui est effectivement le premier à faire un micro-ordinateur qui est reconnu dans le monde entier. Hein. Le Micral, voilà. il a effectivement avancé, et c'est le premier, et c'est un ancien élève du conservatoire de Paris. Quant à Jean-Claude Gervais, il était seulement conseiller d'élève. Il a occupé la première chaire créée au conservatoire, en 1819. Donc c'est le premier à avoir occupé une chaire au conservatoire. Avant, il y avait des collections d'appareils, et après on s'est dit que ça serait bien si il y avait des professionnels qui venaient enseigner en fait aux artisans comment les appareils fonctionnent. C'est pour ça que vous avez un des sous-titres du CNAM qui est les professionnels enseignent les professionnels. On va revenir là-dessus dans la table ronde, vous allez encore nous juger, nous allons vous beaucoup. Mais donc l'esprit était là. Et donc, le qui se fait, et le premier va marquer dans la proposition. Voilà, merci. Alors, maintenant, nous allons faire une petite pause. Je propose d'ailleurs d'applaudir avant ça. Ah, une question encore, une dernière question, avant la pause. Merci, Hubert Bénard. Je suis sûr que le CNAM ne sort que d'excellents ingénieurs, mais également, il n'y aurait pas d'excellents ingénieurs sans d'excellents professeurs. Et je pense que ce qui était intéressant dans cette journée, c'est que, en particulier, il y a un certain nombre, au moins à ma période, de professeurs qui m'ont enseigné pendant beaucoup plus de 10 ans au Conservatoire national des arts et métiers. Et ça aurait été bien peut-être de faire un petit tour d'horizon autour de ces professeurs qui étaient vraiment. Voilà. Pour évoluer, si vous voulez, vous y êtes faire un retour en séjour. Merci. Voilà. Dans tous les cas, nous vous remercions vraiment tous les trois pour cette brillante atelier et ces exposés sur nos célébrités du CNAM. Je vous propose maintenant de faire une petite pause jusqu'à 16h. Et à 16h, nous parlons de RSE avant d'aborder une table ronde. Merci à tout de suite.